Au plaisir de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom, vous le savez, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est la mission que nous nous fixons tous les jours dans cette émission. Il faut le dire que Starcom également, c'est l'émission qui passe au crible l'actualité nationale et pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité. Au menu de ce numéro, nous nous intéressons au débat autour du plan économique de riposte contre le Covid-19 proposé par le gouvernement de Ibrahima Kassori Fofana. Il faut dire tout simplement que la Banque mondiale, pas tout à fait d'accord avec le gouvernement guinéen sur son plan de riposte contre le Covid-19. Des sérieuses réserves émises par l'institution monétaire internationale dans l'appréciation de ce plan de riposte nationale contre le Covid-19 ont sémé le doute dans les esprits des Guinéens, tout en nourrissant davantage la mauvaise gestion pratiquée au sommet de l'État, d'autant plus que la réplique de la primature est perçue par une bonne partie de l'opinion comme une simple manœuvre de diversion visant à éteindre les critiques qui ont littéralement enflammé la toile. Et nous posons la question de cette émission Starcom. Qu'est-ce qu'il faut retenir du rejet du plan de riposte du gouvernement guinéen contre le Covid-19 par la Banque mondiale? Alors on va partir sur le terrain avec ce premier invité déjà en ligne, M. Bahouri, président de l'Union pour la démocratie et le développement. Bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, c'est tout le plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Alors, on va partir avec cette première question. Quelle analyse faites-vous, Monsieur le Président, sur ce rejet du plan de riposte du gouvernement guinéen par la Banque mondiale? Eh bien, je n'ai pas une information officielle de la part de la Banque mondiale indiquant que l'institution de Bretton Woods rejette le programme guinéen, mais j'ai lu un commentaire sur le plan proposé par les autorités gouvernementales, comme quoi il y a une surfacturation relative au coût trimestriel des abonnés sociaux en eau et en électricité. Dans le plan de riposte du gouvernement, il est indiqué 436 milliards de francs guinéens, ce qui est plus ou moins l'équivalent de 46 millions de dollars. Or, la Banque mondiale indique selon ses informations, les abonnés sociaux en eau et l'électricité pour un trimestre ne reviennent qu'à 1 million de dollars pour la Guinée. Cela veut dire 6 milliards de francs guinéens. Donc le gap est extrêmement élevé, ce qui a attiré l'ire de la Banque mondiale par rapport à cet aspect de la question. Alors, on le disait, Monsieur le Président, que parlant un peu de ce plan de riposte, ça, même si, comme le rappelait, on ne peut pas parler de rejet, mais selon vous, ces doutes ou ces réserves émises notamment par la Banque mondiale vis-à-vis de ce plan, ça renvoie à quoi? Bon, je pense que ça discrédite les autorités guinéennes, parce que cela veut dire que tout le sérieux et l'attention nécessaire n'a pas été la ligne de force pour l'établissement de ce plan de riposte. Et c'est ce qui est relativement très dommage pour notre pays. Un pays comme le Sénégal a reçu de la part de la Banque mondiale et de FMI 440 millions de dollars, la Côte d'Ivoire 890 millions de dollars et le Ghana 1 milliard 20 millions de dollars pour ne citer que cela. Donc notre pays, jusqu'à présent, est dans la salle d'attente. Or, les difficultés du coronavirus est en train d'impacter négativement l'ensemble de la population guinéenne et bien entendu son économie. Donc tout cela traduit
ce que nous avons toujours dénoncé depuis plusieurs décennies, la faible capacité d'absorption de l'économie guinéenne. Bon, peut-être les non-initiés ne comprendront pas grand-chose à ce niveau-là. Cela veut dire que par le fait d'une certaine incompétence administrative ou bien des surfacturations ou des manœuvres malveillantes, la Guinée, même si vous leur prêtez 100 millions de dollars pour des projets à exécuter en un an, du fait des lenteurs administratives, des blocages de toute nature qu'il faut ausculter pour savoir quelles en sont les origines, nous ne sommes pas capables de consommer près de 40 millions de dollars alors que nous avons des besoins en infrastructure, nous avons des besoins sur la demande sociale extrêmement importante. Cela veut dire que l'administration guinéenne, de manière générale... L'équipe gouvernementale, la solidarité n'y est pas. Ainsi, la ministre du Plan et du Développement économique aurait préféré, quant à elle, d'envoyer ses remarques vis-à-vis de ce plan directement au président de la République, notamment en y émettant des doutes sur le volet social du plan de riposte national contre le Covid-19, ce qui n'a pas été du goût du Premier ministre qui a envoyé à son tour une correspondance à Alpha Condé en qualifiant la démarche de Mamakani Diallo comme étant d'inappropriée, d'indiscipline administrative et pourquoi pas de manque de loyauté. Comment est-ce que vous voyez cette cacophonie au sommet de l'État? Bon, je pense que cette cacophonie est surfaite parce que dans le cadre de l'élaboration de ce plan, il aurait fallu plus de concertation, plus de discussion à leur propre niveau. Et d'ailleurs, il fallait même élargir le champ parce que les impacts sociaux, la prise en compte de l'ensemble des réalités économiques aurait voulu qu'il y ait au préalable une concertation avec les partenaires sociaux, avec les partenaires du patronat qui connaissent les difficultés de l'économie et des entreprises de manière générale, voire même avec les acteurs politiques qui peuvent donner des sons de cloche permettant d'avoir une vision d'ensemble de la nécessité par lesquelles il faudrait agir pour soutenir la population guinéenne, soutenir l'économie de ce pays et pour enclencher un sursaut susceptible de mobiliser l'ensemble du corps social. Ce n'a pas été le cas. Et comme la primature l'a reconnu, il y a eu précipitation dans l'élaboration de plans pour justifier, selon eux, les erreurs commises par rapport à l'appréciation du montant nécessaire pour les abonnés sociaux en eau et l'électricité, qui a fait qu'au lieu de 1 million de dollars, on s'est retrouvé avec des projections de 46 millions de dollars. Donc, ça, c'est à leur niveau interne. Bon, les discussions entre la primature, le ministre du Plan et la présidence, je pense qu'à mon niveau, ça aurait été des questions purement internes qui n'avaient pas besoin d'être étalées sur le plan public. Maintenant, puisque tel est le cas, cela veut dire qu'il y a anguille sous roche. Si on étale des divergences sur le plan public, cela veut dire qu'il y a des aspects qui méritent d'être explicités. Et par rapport à cela, on ne peut pas interdire à un président de la République de demander à ses collaborateurs, ministres ou pas, de lui faire une note par rapport à tel travail d'un autre ministère ou voire même du Premier ministre. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense qu'il y a une redistribution, une volonté de redistribution des positions au sein de l'attelage gouvernemental. Les gens ignorent que la nouvelle constitution, que tous ils ont applaudi des deux mains, malgré les réticences et les oppositions de l'ensemble du corps social guinéen, ne donne pas une prérogative particulière au Premier ministre, contrairement à ce qui était contenu
dans la Constitution de 2010. Le Premier ministre, dans le cadre de leur nouvelle Constitution, est un collaborateur, certes hiérarchique, mais c'est un collaborateur en plus du président qui concentre entre ses mains l'essentiel du pouvoir. Je pense que ce niveau-là, le Premier ministre actuel veut marquer son territoire et veut, par ce biais-là, définir son périmètre d'action et sa méthode pour essayer de cadrer l'activité du gouvernement, que ça ne soit pas entre simplement le président qui pourrait se permettre de jouer les uns contre les autres. Mais ça les regarde entre eux là-bas. Alors, Monsieur le Président, parlant de la ministre du Plan, est-ce que, comme le disent certains, quand on n'est pas d'accord avec la manière d'un gouvernement, la meilleure option démocratique est de rendre le tablier? Est-ce que dans ces cas-là, Bomakani ne doit pas quitter son poste parce que déjà elle ne partage pas la manière ou la façon de travailler, notamment de la primature? Est-ce que la meilleure façon n'était pas de rendre le tablier? Vous allez trop vite en besogne. L'autorité supérieure dans cet attelage, c'est le président de la République. Et vous ne savez pas ce qu'il pense, lui, de ce projet, de ce plan de riposte. Est-il d'accord avec son ministre du Plan ou est-il d'accord avec son Premier ministre? Tout ça, ce sont des questions qui, entre eux, comme l'a demandé le Premier ministre, ils vont en discuter. Alors, parlons de... Oui, allez-y, Monsieur le Président. Non, j'ai terminé par rapport à ça. C'est-à-dire, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Et je pense que, vous savez, il y a des aspects subjectifs concernant ce problème-là, pour lesquels il faudrait aller sur la pointe des pieds. N'oubliez pas que l'actuel ministre du Plan a été l'épouse du président de la République. Donc, ceci explique cela. Donc, allons-y sur la pointe des pieds. Alors, on revient désormais avec le Premier ministre, Dr Kassori Fofana, avec son plan, Monsieur le Président de l'UDD, pour un peu avoir votre avis en tant que leader d'opinion sur Kassori Fofana par rapport à son passé. On le sait, sous le magistère de Lansana Conté. Est-ce que, selon vous, Kassori peut inspirer confiance quand on se réfère un peu de son passé sous le règne de Lansana Conté? Bon, vous savez, humainement, c'est un monsieur très jovial, généreux. Bon, sur le plan politique, bon, la responsabilité de le juger incombe au président qui l'a nommé. Alors, oui. De votre avis, parce que c'est lui qui regarde un peu le rapport entre Kassori Fofana et Alpha Condé, on a l'impression que ces deux adversaires qui ont plus d'ambition, des ambitions différentes. Alors, selon vous, pourquoi Alpha Condé s'attache-t-il à Kassori Fofana? Vous savez, vous me posez une question à laquelle seul l'actuel président de la République pourra répondre. Alors, on va revenir désormais à parler de l'aspect de la pandémie en Guinée. Il faut dire que la situation devient de plus en plus critique. Selon ces derniers chiffres, ça fait que la Guinée aujourd'hui est parmi les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest les plus affectés par le coronavirus. Quelle appréciation faites-vous de la gestion de cette pandémie depuis son apparition le mois de mars dernier en Guinée? Bien, bon, avant de répondre à votre question, je reviens sur la question précédente, parce que sinon, je n'aurais pas été complet. Voilà. Lorsque je dis seul le président peut répondre à cette question. Le président, M. Alpha Condé, avait déjà déclaré qu'il réserve le poste de Premier ministre à quelqu'un originaire de la Basse-Côte. Ouais. Et cela, je l'ai toujours condamné, parce que c'est érigé dans le pays un système institutionnalisé communautariste.
et en mettant la primature pour un ressortissant de la Basse-Côte, l'Assemblée ressortissant de la forêt. Mais je pense que tout cela est en train d'être fondamentalement remis en cause actuellement. Et ça dénote une volonté de ne pas prendre en compte, disons, l'intégralité de la communauté nationale et de prendre en compte les personnes en fonction de leurs compétences, en fonction de ce qu'elles peuvent rendre à la communauté nationale à un moment donné de leur existence. Tout cela, c'est un système, entre guillemets, d'apartheid qui ne dit pas son nom, qui est déplorable dans le cadre d'une république où on dit qu'il faut qu'on aille dans le sens des fondamentaux du droit. La Constitution dit que les citoyens guinéens sont égaux en tout point de vue. Il ne doit pas y avoir de considération ethnique ni de considération de race ou religieuse. Mais là, l'institutionnalisation de cette façon d'opérer pour mettre des responsables de premier plan au sommet de l'État est une violation de la Constitution. Ceci explique cela. Le reste, c'est au président de répondre pourquoi tel et pourquoi pas tel autre. Mais ça, c'est un autre problème. Oui. Par rapport à la question de la pandémie, qui est une question essentielle, malheureusement, les couacs que nous avons observés dans le cadre du plan de riposte vont impacter négativement les mesures liées à la lutte contre la pandémie. Nous sommes en train, malheureusement, d'être le pays qui risque, dans les prochaines semaines, et ça je le déplore avec vraiment beaucoup de tristesse, d'être le pays qui risque d'être le plus infecté en Afrique. Ce serait très dommage. Ceci est dû aussi à la cacophonie entre les institutions qui sont chargées de veiller à la gestion de la lutte contre la pandémie. Vous avez l'ANSS d'un côté, vous avez le ministère de la Santé de l'autre, vous avez également le comité scientifique. Tous ne parlent pas le même langage, chacun tire la couverture de son côté, dans la mesure où il y a des deniers à partager, et très souvent, si tel est le cas, impossible d'avoir une unité d'action, une complémentarité dans les démarches. C'est simplement des attitudes qui consistent à amasser le plus, non pas pour remplir la mission, mais pour d'autres types d'intérêts. Ce qui est malheureux. Et là, nous sommes en train de le vivre. Les malades sont nombreux, les infrastructures sanitaires ne sont pas adaptées pour accueillir le flot de malades qui arrivent. Les personnes sont des fois obligées d'être confinées chez eux, malades, au risque d'accroître la propagation de la maladie. D'autres disparaissent dans la nature. Tout cela, c'est lamentable, mais il faut que les choses soient rapidement prises en compte pour arrêter la dynamique. Je peux vous citer le fait que dans les prisons, il y a des gens qui sont tombés malades. Là aussi, il faut agir urgemment pour voir quelles sont les mesures humanitaires et sanitaires pour désengorger la prison de la maison centrale. Du côté des hôpitaux, des gens disparaissent dans la nature. Il faut que Conakry, en ce qui concerne la capitale, le nombre de tests et de personnes testées soit multiplié pour pouvoir déterminer qui sont malades, qui ne le sont pas, et pour permettre à la population infectée d'être mieux traitée, mieux gérée. Si on ne le fait pas, la maladie risque de prendre de plus en plus d'envergure et on risque d'être totalement débordé et aux grandes dames de l'intérêt du pays et de l'intérêt des populations. Monsieur Bahouri, président de l'UDD. Alors, l'autre question, parlant de la pandémie en Guinée, c'est un peu vu la vitesse de propagation qui devient de plus en plus inquiétante, j'allais dire. Est-ce que, selon vous, la question du confinement de la capitale pour couper Conakry du reste du pays, quelle est votre position sur cette question? Ce n'est pas une question... Ce n'est pas une question de principe, c'est une question d'opportunité. Vous ne pouvez pas confiner une capitale de plusieurs millions d'habitants
sans pour autant qu'il y ait des tests. Il faut des dépistages de manière massive du coronavirus au sein de la population de Conakry. C'est lorsqu'il y a des tests massifs qu'on pourra décider si oui ou non, en fonction des zones d'habitation ou des zones de développement ou de prévalence du coronavirus, tel quartier peut être confiné par rapport à tel autre au reste de la capitale. C'est comme ça qu'il faut opérer. Il faut avoir une stratégie militaire dans le cadre de la gestion de cette maladie. Il faut opérer sur le terrain en dépistant la maladie et en mettant de côté ceux qui ne sont pas infectés et de l'autre ceux qui le sont. Et à partir de là, vous avez une possibilité de dire telle zone n'est pas à confiner, telle autre zone du fait du nombre important de personnes infectées. Il est nécessaire de mettre un cordon sanitaire autour pour protéger le reste du territoire. C'est comme ça qu'il faut aller. Mais il ne faut pas dire on mettra un cordon sanitaire autour d'un quartier si au préalable on ne leur donne pas les moyens de survivre, c'est-à-dire en nourriture et en toute autre chose qui leur permet de supporter les périodes de confinement avec sérénité et sagesse. Alors, parlant également de la crise sanitaire, Monsieur le Président, ça implique également la crise économique. Et vous le savez, cette année en Guinée, le mois sans de Ramadan coïncide avec cette crise sanitaire qui impacte dangereusement le panier de la ménagère. Et aujourd'hui, on assiste à la montée fulgurante des prix des denrées à grande consommation. Selon vous, qu'est-ce que l'État guinéen devrait faire dans une telle situation pour alléger notamment ces citoyens lambda qui ne vivent que du jour au jour? Bon, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Par exemple, il y a un exemple qui est juste à côté de nous. Les autorités sénégalaises, par exemple, ont distribué des vivres à la population la plus sensible du fait de pertes en pouvoir d'achat. Ça, c'est un. En plus, ils ont distribué un montant qui est de l'ordre de 185 000 francs CFA pour le trimestre à l'ensemble des chefs de famille du Sénégal. Tout cela, c'est une manière de faire supporter, d'apporter un accompagnement social à la perte d'activité due au confinement d'une part ou aux pertes d'activité de l'autre. Maintenant, les entreprises elles-mêmes qui ne fonctionnent plus. Vous savez, une entreprise, d'abord, il y a le matériel, il y a aussi les hommes qui y travaillent. Si le chef d'entreprise se retrouve avec des charges salariales extrêmement élevées et l'activité étant totalement réduite, la tendance est de dégraisser, c'est-à-dire de mettre son personnel en chômage, soit un chômage partiel ou un chômage total. Et donc, cette perte de pouvoir d'achat des salariés, ce sont des aspects qui auraient dû être pris en compte dans le plan de riposte du gouvernement pour apporter un accompagnement au secteur privé qui est indispensable pour ne pas qu'après la pandémie, que les entreprises guinéennes soient toutes à terre, parce que cela veut dire que la reprise économique ne sera pas possible, et ça, ce serait une perte extrêmement préjudiciable au développement économique du pays et à la capacité de générer du travail et de générer des richesses. C'est extrêmement sérieux ce que nous sommes en train de vivre, et malheureusement, j'ai l'impression que les autorités guinéennes ne sont pas prêtes à aller dans le bon sens.
Alors, cette dernière question, Monsieur le Président, il faut le dire également que qui parle de la crise sanitaire liée au Covid-19 parle également d'un sursaut national de tous les fils de ce pays, notamment de toutes les couches sociales de la Guinée, des partis politiques, des simples citoyens et pourquoi pas des acteurs de la société civile, de s'y mettre notamment pour permettre au pays de mettre hors de nos frontières cette maladie. Alors, vous, de votre côté, en tant que parti UDD, quel est votre apport dans cette lutte nationale contre le Covid-19? Nous n'avons pas attendu que les autorités gouvernementales agissent. Très tôt, nous avons commencé à sensibiliser la population sur la nécessité de respecter les mesures barrières pour ne pas faciliter la propagation du coronavirus. Et nous sommes en train de le faire, nous continuons, nous sensibilisons dans toutes les langues nos compatriotes sur la nécessité de faire attention. De l'autre côté, bien entendu, nous élevons notre voix pour que les programmes gouvernementaux, s'ils le veulent bien, prennent en compte ce que nous disons dans la mesure où cela puisse être pertinent dans le sens de l'intérêt du pays et de l'intérêt des populations. Bon, de l'autre côté, nous n'avons pas une parcelle de pouvoir pour dire que nous avons une mesure effective, concrète, susceptible d'aider efficacement les populations, mais nous n'avons que notre bonne volonté et notre parole pour essayer de faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux. Dans d'autres circonstances, ce serait tout autre moment que nous aurons pu agir. Merci, Monsieur le Président de l'UDD, Union pour la démocratie et le développement, qui était en ligne